Bonjour chers élèves de terminale. Je suis Coblan Honorine, professeur d'histoire et géographie. Je suis chargée de vous présenter la leçon 3 du thème 2. Cette leçon est intitulée « L'accession de l'Algérie à l'indépendance ». Elle s'inscrit dans le thème suivant, de la décolonisation aux efforts d'organisation de l'Afrique. Nous allons commencer notre leçon par une situation d'apprentissage. Suivez attentivement. Lors de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, tes camarades et toi suivaient à la télévision les festivités. À cette occasion, vous êtes surpris par l'information suivante d'un journaliste. L'Algérie est l'un des pays dont l'indépendance a été âprement conquise, contrairement à d'autres dont l'indépendance a été octroyée. Vous approchez alors votre professeur d'histoire-géographie qui, à l'aide de divers documents, vous amène à caractériser le statut colonial de l'Algérie et à analyser les étapes de l'indépendance de ce pays. En introduction, nous notons que le processus de décolonisation de l'Algérie est l'un des exemples typiques de la lutte d'indépendance armée. Ce pays, qui constituait un enjeu stratégique pour la métropole, la France, va acquérir sa souveraineté nationale après une lutte armée. Quels sont donc les facteurs et les étapes de la marche vers l'indépendance de l'Algérie? C'est autour de cette problématique que nous allons bâtir notre leçon, autour de deux grands axes. Le premier, l'Algérie française de 1830 à 1954, et le second, de l'insurrection à l'indépendance. Donc notre première partie, l'Algérie française de 1830 à 1954. Dans cette partie, nous allons développer 3 points essentiels. Le premier point, le statut politique et administratif de l'Algérie. Le second point, l'inégalité sociale et économique. Et le troisième point, le nationalisme algérien. Nous passons au premier point. C'est le statut politique et administratif de l'Algérie. On retient ici que l'Algérie a été conquise par la France en 1830. Ce territoire est une colonie de peuplement. L'Algérie va être partie intégrante de la France à partir du 9 décembre 1848. L'Algérie est divisée en 3 départements que vous pouvez voir sur la carte. Nous avons Alger, Oran et Constantine. Ce territoire va être donc placé sous l'autorité d'un gouverneur général nommé par le ministère de l'Intérieur. Quelle est donc la situation économique et sociale de l'Algérie à cette époque? Nous passons au second point, l'inégalité économique et sociale. Au plan socio-économique, l'Algérie avait une société très inégalitaire. En Algérie, 2 communautés diamétralement opposées cohabitaient. Nous avions donc la population d'origine française estimée à environ 1 million, dont 80% sont nés en Algérie. Cette communauté française ne représentait que 11% de la population et elle occupait de hautes fonctions dans l'administration et dans l'industrie et pratiquait une agriculture moderne sur les meilleures terres. On peut aussi ajouter que cette communauté bénéficiait de nombreux privilèges.
parce qu'ils avaient la citoyenneté française. Ils étaient considérés comme des Français. À côté de cette minorité européenne, avec tous les droits, vivait aussi une population algérienne, musulmane, autochtone, nombreuse, estimée à plus de 8 millions et représentant 80% de la population. Cette population vivait sous tutelle et sans véritable partage de l'autorité. Cette population était soumise au code de l'indigénat. Elle avait très peu de droits, mais beaucoup de devoirs. L'impôt de capitation, par exemple. Et elle vivait d'une agriculture traditionnelle rudimentaire. Donc, le sous-emploi, la précarité et la misère caractérisaient cette importante proportion de la population algérienne. Malgré leur participation à la guerre, aucune réforme n'était faite en leur faveur. Toutes ces disparités politiques, sociales et économiques éveillent une conscience nationale dans l'élite réduite de commerçants, de rares intellectuels, des milieux ouvriers et aussi d'anciens combattants. Donc, vous voyez que les Algériens vont prendre conscience et se former et constituer des partis politiques. Troisième point, nous passons donc à la naissance et à l'affirmation du nationalisme algérien. Le nationalisme algérien est caractérisé par trois grandes tendances. La première tendance est dirigée par les oulémas, dont le leader est Abdelhamid Ben Badis. Il crée en 1931 le mouvement, l'association des oulémas, qui rejette l'assimilation. Il prône l'affirmation de la restauration de l'islam en Algérie. Sa devise est « L'islam est ma religion, l'arabe est ma langue et l'Algérie est ma patrie ». La seconde tendance, la tendance révolutionnaire et populiste, dirigée par Messali Hadj, qui est un homme politique algérien, à travers l'étoile nord-africaine fondée en 1927 dans les milieux ouvriers parisiens et transformée en 1939 en parti du peuple algérien, PPA. Cette tendance va réclamer l'indépendance de l'Algérie avec le concours de la France. La dernière tendance, la tendance modérée ou réformiste, elle est incarnée par Ferhat Abbas. C'est un pharmacien, donc très occidentalisé et leader de la Fédération des élus indigènes créée en 1927. Il ne revendique pas de prime abord l'indépendance, mais plutôt l'assimilation et la complète égalité en toutes les populations algériennes. Les nationalistes vont radicaliser leur position. C'est ce qui nous amène à la radicalisation du nationalisme algérien. Le 8 mai 1945, date de la commémoration de la capitulation allemande, des émeutes éclatent à Sétif entre musulmans et Français d'Algérie. Ces émeutes gagnent tout le pays. La répression est violente. Donc, une centaine de Français tués, 8000 Algériens massacrés, selon l'administration coloniale. Les nationalistes, quant à eux, dénombrent 15 000 morts musulmans, du côté des musulmans. En 1946, Ferhat Abbas fonde l'Union démocratique du manifeste algérien, UDMA, qui préconise une république algérienne autonome associée à la France dans le cadre de l'Union française. En effet, en 1946, la France et ses colonies vont constituer ce qu'on appelle l'Union française. Au sein de l'Union française, tous les ressortissants sont citoyens français, grâce à la loi Doudou Gueye
qui a aboli le statut de l'indigénat. Donc, tous vont devenir citoyens français. Tandis que Mettali Hadj, lui, il crée le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, qui veut obtenir l'indépendance d'une Algérie musulmane et arabe. Pour désamorcer la crise, la France propose un nouveau statut pour l'Algérie, le 20 septembre 1947. L'Algérie va donc être érigée en département d'outre-mer et on va créer en Algérie une assemblée territoriale de 120 députés, votés par 2 collèges. Le premier collège, c'est le collège européen qui a droit à 60 représentants et le second collège, c'est le collège des musulmans qui a droit à 60 représentants. Cette assemblée est dotée de droits budgétaires. Ça veut dire que cette assemblée va voter le budget de l'Algérie. Ce statut voté ne sera jamais appliqué car mal accueilli aussi bien par les musulmans que par les Français d'Algérie. Cette situation va renforcer la vision d'une lutte armée chez les Algériens musulmans. Aussi, les divisions internes au sein du MTLD, c'est-à-dire du Mouvement des triomphes pour les libertés démocratiques, principales forces politiques, vont aboutir à la création en mars 1954 du Comité révolutionnaire d'unité et d'action CROUA. Cette structure sera coordonnée et dirigée par des chefs révolutionnaires comme Ben Qassem, Krim Ben Boulaïd, Larbi Ben Midi. Malgré leurs désaccords structurels, ils sont tous d'accord sur un objectif commun, obtenir l'indépendance par la lutte. Ils vont donc s'organiser pour perpétrer une série d'attentats contre les intérêts de la métropole. Nous venons ainsi d'achever la première partie. Pour vérifier si vous avez assimilé la première partie du cours, je vous propose une activité d'application. Indique par une croix dans la case correspondante si l'affirmation est vraie ou fausse. Nous avons donc le tableau. Dans la première colonne, on a les numéros des affirmations. Dans la seconde colonne, les affirmations. Dans la troisième colonne, vrai. Et dans la quatrième colonne, faux. Première affirmation. L'Algérie est une colonie d'exploitation. Vous devez voir si c'est vrai ou faux. Deuxième affirmation. Les Français d'Algérie bénéficiaient de privilèges. Réfléchissez bien, il faut cocher la bonne case. Troisième affirmation. Les autochtones musulmans sont bien représentés au conseil de gouvernement. Vrai ou faux? Les autochtones musulmans cultivent des terres pauvres. Regardez bien, faites attention. Vrai ou faux? Le conseil des oulémas était pour l'autonomie totale de l'Algérie. Est-ce vrai? Est-ce faux? Et enfin, Ferhat Abbas prônait une Algérie indépendante en association avec la France. Vrai ou faux? Je vous laisse quelques minutes pour traiter cette activité d'application. Nous allons corriger notre exercice d'application. La première affirmation, l'Algérie est une colonie d'exploitation, c'est faux. Deuxième affirmation, les Français d'Algérie bénéficiaient de privilèges, là c'est vrai. Les autochtones musulmans sont bien représentés au conseil de gouvernement. On a bien vu que les Algériens n'avaient pas de droit, donc c'est faux. Les autochtones musulmans cultivent des terres pauvres. Vrai.
Le Conseil des oulémas était pour l'autonomie totale de l'Algérie. Ça également, c'est vrai. Et 6. Ferhat Abbas prônait une Algérie indépendante en association avec la France. Lui, c'est un réformiste, donc c'est vrai. On vient de faire la correction. J'espère que beaucoup d'entre vous ont réussi. Si vous avez réussi, bravo. Si vous n'avez pas réussi, je vous invite au travail, car seul le travail paie.